Quand ceux qui font de l'art se racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant. Nous sommes Florian Champagne et Victoria Leboloc-Salama et aujourd'hui nous recevons l'artiste sud-africaine Bianca Bondi. Cet épisode a été enregistré en public le 6 mars 2020 à Beauregard à Paris sur une invitation de l'équipe du Silencio. Vivant en France depuis près de 15 ans, elle réalise des œuvres évolutives, souvent spécifiques au lieu où elles sont exposées. Inspirée par l'écologie et les sciences occultes, Bianca Bondi travaille, transforme et développe des matières organiques, tout en domptant l'effet du temps sur elles, l'invisible et l'immatériel qui les enveloppe. Dans cet épisode, Bianca Bondi nous raconte les raisons qui l'ont poussée à déménager à Paris, comment de ses rêves de pilote de ligne elle a finalement décidé d'intégrer les Beaux-Arts de Cergy, et nous explique enfin la manière dont elle se positionne en tant qu'artiste et femme engagée. Pour découvrir le travail de Bianca Bondi, rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Bruit de l'Art. Bonjour Bianca. Bonjour Bianca. Bonjour, je suis tellement contente d'être là parmi vous et parmi tous ces gens au Beauregard. En une phrase, comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas ? C'est pas facile parce que je pense que pour tous les artistes, ça change selon le contexte. Mais je pense que je dirais que je suis une artiste multidisciplinaire qui fait parler des matériaux. Comment est-ce que tu expliquerais tes travaux à quelqu'un qui ne les a jamais vus ? Alors, je dirais qu'il y a beaucoup de couleurs et il y a des choses qui changent de forme, qu'il y a de l'oxydation, qu'il y a des matières dont on ne s'attend pas à voir, que ce sont des pièces qui sont très liées au lieu. Je fais de l'art qui change en fonction de l'air qui entoure la pièce, que c'est très lié au lieu, à l'espace. Tu es née et tu as vécu une partie de ta vie en Afrique du Sud avant de gagner la France il y a une quinzaine d'années pour faire les Beaux-Arts de Cergy. Qu'est-ce qui t'a poussée à vouloir venir en France ? En fait, j'ai fait le calcul parce que l'autre jour, j'avais dit oui, ça fait 15 ou 14 ans que je suis à Paris. Et en fait, finalement, ça fait que 13. Mais et en fait, c'était plusieurs choses. Je pense que c'était une idée romantique parce que je faisais déjà une école d'art en Afrique du Sud. Et je me rappelle, j'avais pris la littérature française comme un sujet qui m'a passionnée. Et j'avais dit à mon prof, qui lui, il était du Congo, « Ah bah oui, de toute façon, moi, un jour, je vivrai à Paris ou à New York. » Et j'avais juste cette idée en tête, mais je ne savais pas comment j'allais arriver là. En fait, je travaillais dans un magasin de skate à l'époque et je mettais de l'argent de poche à côté pour me payer un billet, aller visiter le Louvre et des musées. Bon, et pour faire bref, en fait, à la fin de l'année, j'ai pris un billet, je suis venue à Paris toute seule. Je suis arrivée ici et en fait, mon hôtel, c'était une auberge à Barbès. Et j'étais dans une chambre avec 7 autres personnes. Et c'était vraiment pas le Paris dont je m'attendais. Mais c'était drôle. Et je me rappelle le 3e jour où j'étais partie tôt pour aller au musée d'Orsay. Sauf que je savais pas que ça ouvrait que plus tard, à 10h30. Un truc du genre. Et c'était 9h du matin. Et quelqu'un avait volé mon lait de soja dans la cuisine communale. Et j'étais assez dégoûtée parce qu'à l'époque, personne ne buvait du lait de soja. Et du coup, je suis partie le ventre vide. J'arrive là-bas et c'est fermé. J'avais la flemme d'attendre. Je me suis un peu perdue dans les rues. Je me suis dit, bon, j'irai ailleurs. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un et on a fait... Enfin, je fais très bref, mais on a eu une relation à distance pendant 1 an. Et après, il m'a dit, bah, je pense que vu que tu aimes l'art, tu devrais venir t'installer avec moi. Et après, on a vécu une histoire de 10 ans. Donc, c'était plutôt beau. Oui. Et du coup, pourquoi les Beaux-Arts de Cergy ? En fait, j'avais tenté les Beaux-Arts de Paris, mais vu que j'avais pas compris qu'aux Beaux-Arts de Paris, il fallait juste être toi-même. Et j'avais envoyé un dossier hyper classique. C'était des choses, des still life, des croquis, des trucs en fusain. Et en fait, j'étais pas pris. Et vu qu'à l'époque, j'étais avec un musicien, il a vu à quel point ça m'a attristée.
Il me dit non, attends, en fait, j'ai une amie qui est ingénieure son et je pense que sa femme, elle est dans l'art, je vais lui en parler. Elle m'a rencontrée, je lui ai montré mon portfolio. Elle m'a dit, mais attends, tu fais ça dans ton temps libre? Et je lui ai dit non, pas du tout. Et je lui ai parlé un peu de mes projets perso. Et elle m'a dit, non, en fait, je connais une école et il y a encore du temps pour leur concours d'entrée. Il faut que tu le tentes. Et quand j'ai appris où c'était pour moi très loin. Je venais d'arriver à Paris et c'était l'école de Cergy. J'ai dit non, en fait, c'est comme aller à l'aéroport tous les jours. Et finalement, j'ai envoyé mon portfolio et j'ai été pris. Dans l'entretien mené par Lina Jeanne pour Figure au printemps 2019, tu disais vouloir au départ devenir pilote d'avion, puis finalement t'être dirigée vers des études d'art parce que tu avais l'idée de devenir galeriste. D'où te venait cette envie de devenir galeriste ? C'est vrai que depuis que je me souviens, j'ai toujours voulu être pilote de ligne. À l'époque où j'ai grandi, on pouvait visiter le pilote et ça m'a fasciné, tous ces boutons et l'idée de diriger un avion. Et en fait, quand j'avais 18 ans, un peu avant, quand il fallait choisir les sujets à l'école, j'ai choisi un sujet en plus qui était l'art, par simple but d'être dans la même classe que mes meilleurs amis. Comme ça, je me suis dit, bon, l'art, c'est pas un truc très sérieux. Donc, tu es là, on peut, gossiper ensemble. Et vu que c'était un sujet en plus, c'était pas trop grave si je ratais. Ça, c'était bon dans ma tête. Et finalement, donc, j'adorais la science physique, mais bon, comme je dis souvent dans les entretiens, toujours pour les mauvaises raisons, parce que moi, j'adorais faire des réactions chimiques et voir les planètes. Et le plus compliqué que c'était un diagramme ou un schéma, ça me fascinait, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, comment, les circuits électriques, tout ça. Je passais tout mon temps à devoir faire des cours supplémentaires de maths et de sciences dans ce but d'être pilote. Et du coup, ça m'a fait finir par pas trop aimer ça. Quand j'avais mes cours de art avec mes copines, c'était vraiment de la joie. Au moment de faire l'équivalent du bac, en fait, j'ai pas eu le temps de réviser pour mon examen de fin d'études d'art. Et je sais pas comment, mais j'ai eu 100%. J'ai toujours eu cette notion en tête que dans la vie, l'univers t'envoie des signes et quand tu les entends pas, il devient plus fort. J'avais déjà une petite soupçon que l'art était un truc qui était peut-être pour moi. Et je dis, ok, bon, je vais tenter une école d'art. Justement, qu'est-ce qui t'a donné l'idée que c'était possible d'être artiste ? À quel moment de ta vie est-ce que tu t'es... Plutôt tard, parce que donc, j'avais fait 2 ans d'une école en Afrique du Sud, ensuite les 5 ans à Cergy. Et toujours dans ce but où je me disais, en fait, il faut savoir faire des bonnes œuvres pour pouvoir les défendre. Et c'était dans ma dernière année, où on était en train de préparer la fin, où je me suis rendu compte, en fait, j'ai aucune amie qui est en France, j'avais aucune amie qui était dans l'art, ils étaient tous dans la musique ou la mode. Et que, en fait, finalement, j'aimais beaucoup faire des pièces. Et vu que pendant mes années scolaires, j'avais un peu touché à tout, parce que dans un but de découvrir, j'ai eu un moment de panique où je me suis dit, en fait, là, je vais sortir. Et si je change d'avis, j'ai pas vraiment de CV, j'ai pas vraiment de portfolio et j'ai pas d'amis, pas d'entourage qui fait de l'art. Et en fait, c'est ce panique qui m'a vraiment boostée. Parce que donc, je sors de l'école et je me dis, en fait, peut-être j'ai envie d'être artiste. Et je me suis donné comme défi que la première année, toute seule, j'allais faire une pièce par mois dont j'étais fière, qui allait, à la fin de cette année, me donner 12 pièces. Qui est, je pense, quand tu sors de l'école, c'est assez dur comme défi. Et du coup, en plus que ça, j'allais répondre à au moins 4 open calls par mois. Et donc, tu fais le calcul et je me suis dit, bon, et à la fin de cette année, si je suis toujours dans ce dynamique de vouloir être artiste, donc j'aurais au moins appris d'être organisée et indépendant. Quand on te parle du fait que tu es une artiste sud-africaine, tu ajoutes souvent que tu as vécu la moitié de ta vie en France et que tu es une artiste de la scène française. Par ailleurs, tu as pas mal déjà exposé à l'étranger. À l'heure de la mondialisation, d'Internet, etc., est-ce que tu as l'impression que ça veut encore dire quelque chose d'être rattaché à une scène artistique géographique ?
Je pense que c'est important pour donner du contexte à l'artiste parce que le pays où tu es né, ça te forme, ça te donne une base de qui tu es. Ça te moule ton façon de penser. Et je sais que moi, personnellement, je suis tellement remerciante d'avoir été née dans un pays si compliqué que l'Afrique du Sud et d'avoir vécu 20 ans là-bas. Et je m'appelle, je me renomme comme une artiste de la scène française, mais c'est très important de savoir que j'étais née là-bas et pas en France peut-être. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus pourquoi est-ce que ce pays est compliqué? En quoi est-ce que c'est important pour toi en tout cas? En fait, peut-être compliqué, mais riche surtout. Parce que donc déjà, c'est un pays qui est toujours considéré comme un pays tiers mondial. J'ai grandi dans un pays où, déjà, si on prend ma situation personnelle, en fait, ma mère, elle est 3e, 4e génération sud-africaine. Mon père, il est italien. Il est arrivé là-bas à 24 ans. Et jusqu'au récemment, même son anglais était un anglais très mauvais italien. Et du coup, j'ai grandi avec une moitié de la famille qui était catholique romain, très stricte, et avec ma mère qui fait son jardin en fonction des phases de la lune, et dans un pays où tu peux aller à une pharmacie et acheter des potions magiques. Et je ne parle pas d'une pharmacie bizarre, je parle d'une pharmacie dans un centre commercial. Aujourd'hui, tu es installée à Paris, mais comme on le disait, tu as habité et tu as vécu, tu as grandi en Afrique du Sud. À l'occasion d'une résidence, tu as même habité en Norvège, à Bergen. Est-ce que les lieux où tu te rends, où tu habites, influencent la manière dont tu crées directement? Je dirais complètement. Quand j'étais en Norvège, par exemple, j'étais tellement inspirée par les couleurs des paysages là-bas et en fait, mon atelier, il était à 9 km de ma maison, mais le transport public était tellement compliqué qu'il fallait mieux que je marche. Et justement, j'écoutais des podcasts. Et en fait, il y avait un chemin qui était assez beau où il fallait traverser une forêt. Et quand tu vois ces paysages, tu te rends compte que c'est normal qu'ils croient dans des fées, par exemple, parce que c'est tellement... En fait, je pense que c'est beaucoup en rapport avec la lumière. Par exemple, en Afrique du Sud, on a une lumière qui est assez particulière. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de photographes qui vont là, au Cap pour shooter leurs images. Et en fait, je pensais que c'était une lumière qui était partout jusqu'à j'arrive en France et il fait un peu gris. Et donc en Norvège, il y a un autre type de lumière. Et donc ça m'a beaucoup inspirée au niveau de la palette de couleurs, par exemple. Et j'avais fait des pièces là-bas qui étaient plus, je ne peux pas dire vraiment plus laboratoire parce que je pense que c'est un mot qui est assez souvent associé avec mes pièces, mais c'était, il y avait des liquides où on sentait que ça gelait et des morceaux de peau qui étaient vraiment, le sel était vraiment plus gelé qu'on le voit d'habitude. Tes pièces peuvent être vues comme une reconstitution un peu d'un micro-monde dans un espace concret et matériel bien délimité. Mais souvent, elles ont des apparences qui ne cessent d'évoluer. Elles dépendent d'un temps qui n'est pas figé. Par exemple, tu utilises pas mal d'oxydation. Parfois, elles sont aussi formées de traces d'eau qui va s'évaporer. Parfois, elles sont composées d'éléments organiques qui vont périr. Finalement, est-ce que tu tentes par là, d'une certaine manière, de matérialiser un temps qui passe ? Oui, je pense. En fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est de avoir, je pense qu'on dit une lâcher prise. Parce que, en fait, ça force d'expérimenter. J'ai une idée de comment les choses vont évoluer, comment telle et telle matière va réagir. Mais, comme j'avais dit au départ, mes pièces sont très influencées par le lieu même. Et si on veut croire, il y a une âme et un esprit qui est présente, mais plus dans l'ordre de la science. Il y a une qualité d'air et il y a le climat. Et toutes ces choses-là, ces facteurs qui entrent en jeu, qui ne sont pas dans les petites expériences que je mène, les expériences que je mène à petite échelle dans l'atelier. Donc, quand tu relis une pièce dans une échelle beaucoup plus large, tu perds ce contrôle et c'est ça qui m'excite. Et je trouve que c'est très important parce que, bien sûr, c'est une analogie pour la vie. Le plus que tu essaies de contrôler les choses,
le moins de contrôle que tu as. Dans ton travail, comme tu l'expliques, tu crées souvent comme des sortes un peu de petits écosystèmes qui sont clairement délimités dans l'espace, que ça soit dans des boîtes en plexiglas ou bien sur des bâches qui sont posées à même le sol, qui reproduisent des cartes. Est-ce que lorsque tu envisages de faire une œuvre, elle doit en quelque sorte faire monde pour que tu te lances ? Ça doit être un espèce de micro-monde indépendant. C'est une question intéressante parce que je m'intéresse beaucoup à l'idée de laisser les matériaux parler eux-mêmes comme s'ils ont leur propre vie. Que de pas voir l'art que d'une façon humaine. En fait, que ces paysages sont des paysages pour les molécules. Je sais pas en fait, ça vit toute seule là-dedans. C'est pas juste pour nous. Il y a une chose qui se passe. Autre chose qui est importante, par exemple, dans mes vitrines, c'est que j'essaie de rassembler des objets qui ne devront pas se rencontrer normalement, même dans un âge ou peut-être dans cet âge de globalisation, ça arrive assez souvent, mais si je donne l'exemple d'une vitrine, elle avait des bouts de bois du berceau de l'humanité, une théière de Turquie, des morceaux de tissu de Russie, plein de choses différentes. Et du coup, oui, ce sont des mondes, mais des paysages, des choses qui se passent des fois hors du visuel. Selon toi, d'ailleurs, qu'est-ce qui fait une bonne œuvre ? Alors, si je pense à mes propres expériences, je pense que ce sont des œuvres où tu les remarques et après tu continues ton chemin, mais tu reviens le regarder encore une fois. Et après, peut-être des semaines ou des mois ou des années plus tard, tu repenses à cette œuvre. Et tu ne sais pas pourquoi, mais il y avait un truc et quelque chose qui t'a interpellé. Et je pense que la force d'une œuvre, c'est quand tu ne comprends pas tout. Et que quand toi, tu évolues en tant que personne, ça te parle autrement. Et quelque chose qui est jamais fixe, figé, qui ouvre tout le temps. Et dernièrement, est-ce que tu as vu justement une œuvre qui t'a fait cet effet-là ? D'un artiste contemporain ou... Alors, c'était pas quelque chose très récent du tout, mais la première chose qui me vient en tête, c'était un moment où j'étais tellement, je sais pas, coupée de souffle devant ces pièces que j'ai dû m'asseoir par terre dans la galerie et juste poser ma tête dans mes mains. Et en fait, c'est un peu bizarre de dire qui c'est parce que je pense que j'apprécie pas trop la personne, mais ses œuvres étaient juste incroyables. Et c'était Julian Schnabel à Almen Reich. Et en fait, c'était son expo. Je pense qu'il y avait que 4 toiles immenses, violets, comme si c'était des anges fleurs qui ouvraient. Et c'était juste incroyable, incroyable. Je voulais vivre dans cette pièce. Tous ces matériaux dont tu te sers, où est-ce que tu les trouves ? Qu'est-ce qui te donne l'envie de les utiliser ? Est-ce que tu chines ? Est-ce que tu... En fait, je chine beaucoup. Quasi chaque ville que je visite, j'adore aller voir qu'est-ce que les gens dans cette ville jettent. Et plus que c'est vieux, étrange, je ne comprends pas son sens, plus que ça m'attire. Mais aussi, ça dépend parce que, par exemple, j'ai toute une série de pièces qui sont très inspirées par des super-éléments que je détourne comme des pigments. Et en fait, qu'est-ce que tu appelles les super-éléments ? C'est comme du açaï, chia, spirulina, des aliments très à la mode pour être en très bonne forme. Exactement. Et en fait, ça c'est sorti parce que à la télé, j'ai écouté plein de podcasts sur le New Age Healing et des choses comme ça. Et du coup, bien sûr, on a tous envie de être le plus en forme que possible. Donc, je consumais ces choses et je me suis dit, mais les couleurs sont incroyables, il faut que je les mette dans mes pièces. Donc, ça peut être des façons comme ça de découvrir des nouveaux matériaux. Tu dirais qu'il y a quelque chose de presque philosophique dans ton travail ou qui est lié à ta philosophie de vie ou à la manière dont tu essaies d'envisager peut-être la vie en général, ou alors tu sépares vraiment l'art d'une part et ta vie d'autre part? En fait, quand tu fais de l'art, tu es tellement... C'est ton quotidien, c'est tous les jours. Donc, tu essaies de...
c'est pas juste un travail, tu vis, respires l'art et donc quand tu essaies de surmonter tes problèmes de la vie, tu le fais au travers de l'art, c'est une certaine forme de New Age healing en fait. Voilà. Et oui, donc je suppose que c'est ma philosophie de la vie. Du fait des sujets évoqués dans tes œuvres ou bien des matériaux organiques que tu utilises, l'écologie, c'est un sujet qu'on retrouve de manière un peu transversale dans ton travail. C'est complètement une problématique actuelle, puisqu'on fait face un peu à une urgence climatique en ce moment. Est-ce qu'il y a une forme d'engagement à ce sujet dans ton travail, ou bien est-ce que c'est une direction que tu te vois lui donner à l'occasion d'une série d'œuvres, par exemple ? Alors en fait, quand je faisais... En fait, toutes mes premières œuvres sont très écologiques, mais au point où c'était un peu, je pense, ça a dû saouler les gens. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'est plus fort de laisser parler les matières. Et de toute façon, vu qu'on est ancré dans le présent, dans le monde, forcément, vu que c'est un sujet qui est tellement courant, on va voir ça dedans. Donc, en fait, il faut juste prendre du recul et voilà, laisser les matières parler au lieu d'être tellement trop littéral ou voilà. Et de toute façon, quand tu fais le choix d'être une artiste, je pense que ou tu es artiste ou tu es activiste. Quand tu es trop activiste, ça enlève un peu le côté esthétique. On peut débattre ça, mais beaucoup d'artistes que j'admire, là, sur le coup, j'oublie son nom, elle est Regina de Guatemala. En fait, c'est une artiste. Elle avait, par exemple, gagné le Lion d'Or à Venise et elle l'aurait vendu pour pouvoir payer sa vie. Et c'est une femme artiste incroyable qui a laissé son corps être jeté dans des poubelles. Elle a fait des choses extrêmement radicales et beaux. Et elle aussi, elle a eu... elle s'est beaucoup posé la question. Elle était très contrariée. Est-ce qu'elle est artiste ou est-ce qu'elle est activiste? Et finalement, elle a dû admettre qu'en fait, si elle était activiste, elle aurait été là en train de sauver des baleines. Voilà, mais en fait, elle est dans son atelier. Donc... Est-ce que toi, tu te considères comme une artiste, mais une artiste engagée ? Oui. Je pense que... Mais je sais pas, sur le coup, je me suis dit, mais de nos jours, est-ce que c'est possible d'être une artiste et ne pas être engagée? En fait, oui. Mais je suis engagée. Dans ton travail, il y a souvent une dimension de culte, de religion et même de sorcellerie. T'en parlais un peu tout à l'heure. Par exemple, dans Jupiter in Sagittarius ou Ceremonial Gloves. J'ai lu que cet intérêt était né lorsque tu étais petite parce que tu regardais pas mal de films et de séries qui avaient pour sujet justement la magie, les sorcières, etc. Et que tu faisais même partie d'un groupe de sorcières que tu avais monté avec plusieurs amis. Ah, plusieurs groupes. Hein. Ah oui. Aujourd'hui, on sait notamment grâce à des livres comme celui de Mona Chollet qui s'appelle Sorcière, que ça peut faire allusion à une dimension du féminisme en fait. D'ailleurs, dans ton travail, il y a certaines problématiques féministes qu'on peut trouver et qui sont abordées, par exemple, dans Smash and Grab, où tu fais allusion, par exemple, au harcèlement sexuel et au viol. Donc finalement, est-ce que ces allusions à la sorcellerie dans tes œuvres peuvent être lues à travers le prisme du féminisme ? Oui, tout à fait. En fait, bien sûr, il y avait aussi des sorcières hommes, mais ce sont surtout des femmes qui ont été... persécutées. Exactement. Pour ça. Mais par exemple, quand j'étais jeune, la branche de sorcellerie qui m'intéressait, c'est bizarre ce mot, qui m'intéressait le plus, et le Wicca, et justement, c'est fondé sur des pensées très écologiques et féministes, ça veut simplement dire égalité. Et du coup, oui, c'est très important. Encore une fois, je pense que pour moi, c'est toujours important de le faire d'une manière plus insidieuse. Par exemple, j'ai toute une série de vestes en latex où elles ont pour titre des noms féminins. Et du coup, quand on me demande pourquoi cette pièce elle s'appelle Virginia ou Petra, là, je peux dire « Ah oui, parce qu'en fait, j'étais la seule femme dans cette expo. » Et du coup, pour me sentir moins seule, j'ai donné des noms féminins à mes pièces. Comment tu choisis ces noms? Comment tu choisis ces personnalités? Au hasard ou il y a une logique Non, en fait, la première Virginia était inspirée par l'histoire de Virginia Woolf, qui, vu qu'en fait, c'est un manteau qui est coupé d'une manière... C'est un manteau androgène, avec des grandes poches, fait de latex que je fais... en fait, c'est que du latex pur, il n'y a pas de matière qui le tient. Donc, ça réagit vraiment comme une peau qui va pendre, qui va se friter et peler et vieillir.
En fait, j'étais inspirée par l'histoire de Virginia Woolf qui met des pierres dans ses poches et se noue dans le lac. Et je me suis dit, mais cette femme, déjà, on sait à quel point elle était engagée et forte au travers ses écrits. D'être tellement désespérée que tu puisses te noyer parce que c'est quand même, ça demande c'est quand même quelque chose d'incroyablement triste. Je voulais lui rendre hommage. Et par la suite, les autres prénoms sont venus par des petites nuances, genre la teinte qui ça donnait parce que j'avais fait des mélanges et ça virait vers une autre couleur, ou quelque chose qui passait dans les infos, la naissance de Blue Ivy par exemple. Et voilà, donc ça dépendait. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une époque qui est saturée d'images. Dans tes œuvres, il n'y a pas d'images à proprement parler. Parfois, il y a des objets qui font penser à notre consommation d'images, par exemple des téléphones portables. Quel est ton rapport à l'image comme médium de création ? Est-ce que tu aurais envie un jour d'en ajouter ? Par exemple, tout à l'heure, tu parlais des fusains ou des peintures que tu faisais. En fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de pousser encore plus l'expérience des pièces qui sont une sensation, vraiment faire parler l'invisible, que tu es confronté avec ma pièce et ça évoque quelque chose. Et des fois, ça peut être juste, je sais pas, une odeur ou qui évoque une mémoire, mais vraiment que ce soit une expérience à vivre en vrai, que ça peut pas être une image, que c'est rien à voir de voir l'image et de voir la pièce. J'ai appris dernièrement que tu étais nominée au prix Overprice. Tu as été aussi nominée à pas mal de prix, par exemple le prix Meurice, le prix des Amis du Palais de Tokyo. Enfin, il y en a un certain nombre. Qu'est-ce que ça représente pour toi en tant que jeune artiste femme, les prix ? Je pense que quand tu es artiste, toutes les quelques semaines, tu te remets en question. Et par exemple, tu te dis pourquoi je suis là au lieu de sauver les baleines. Et quand tu es nominé pour un prix, ça te encourage à continuer. Que en fait, peut-être tu le vois pas tout de suite, mais que tu es sur le bon chemin. Et je suis vraiment tellement reconnaissant que souvent ça est venu dans des moments de doute. Et du coup, comme je disais avant, c'est toute cette idée de, en fait, l'univers t'envoie des signes et quand tu n'écoutes pas, les signes sont plus fortes. Pour toi, c'est important justement d'avoir des retours critiques par rapport à ton œuvre. Par exemple, quelle est la critique qui t'a le plus touché dans ton travail ? Est-ce que parfois ça peut nourrir justement ta démarche d'artiste ? Est-ce que tu prends du recul, tu ravises ta manière de faire ? Déjà, je trouve ça tellement encourageant quand quelqu'un a le courage de dire en fait, moi à ta place j'aurais fait ça et ça, parce que quand ça vient de quelqu'un qui est sincère, je trouve que ça demande vraiment du courage, parce que si tout le monde est là à te dire ah oui c'est beau, en fait non, tu cherches pas à faire des choses beaux, l'esthétique c'est juste un moyen de capturer l'attention pour que les gens restent plus longtemps et voient l'essentiel qui est plus fort. Mais en fait si je pense à une criticisme négative qui m'a vraiment touchée, c'était de voir des gens ne pas arrêter devant une pièce. Juste de penser que ça vaut même pas une minute d'attention. Et donc, si tu t'arrêtes pas, tu laisses même pas la chance à la pièce à se dévoiler. Donc, en fait, tu n'as rien vu. Je me suis dit aussi, des fois, c'est mieux de ne pas être présente. Par contre, je trouve que c'est important aussi de mettre le focus sur le positif. Un criticisme qui était très important pour moi dans ma vie, c'est justement cette fameuse année où je travaillais très dur. J'ai une ancienne prof qui est venue me voir à mon atelier qui était à Nation à l'époque. Et en fait, elle m'a dit Bianca, de toute façon, des fois on a du mal à te comprendre, mais quand tu fais des pièces, ce sont des poèmes en volume. Et j'ai trouvé ça tellement beau et tellement, tellement juste, parce que des fois, oui, on a du mal à me comprendre. Mais c'est comme la poésie, il faut que ce soit universel, que ce soit... Il y a un truc qu'on ne comprend pas, mais ça nous
ça nous parle quand même. Pour finir, quelles sont tes prochaines actualités ? Je prépare des beaux projets, des groupes shows aux magasins généraux, un expo qui s'appelle le Jardin partagé, un expo Life to Itself à l'île de Vassivière. Il y a un expo sur un bateau qui est à Bastille, qui s'appelle le Archimède. Et j'ai des beaux projets pour le Corée du Sud en septembre. Est-ce que tu as besoin de te rendre sur les lieux où tu vas exposer à chaque fois ? Oui. Enfin, j'essaie un maximum. Et parce qu'en fait, c'est vraiment important de bien sentir le lieu. Tu peux pas juste envoyer une pièce avec un mode d'emploi et dire « bon, voilà ». Non. C'est compliqué. Mais des fois, on est obligé. Mais je préfère ne pas faire ça. Bianca, merci de t'être racontée, d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit. Est-ce qu'on peut retrouver ton travail sur Instagram ? Yes. C'est Binakant, qui est en fait un mot en afrikaans qui veut dire l'intérieur. Parce que mon prénom et nom étaient pris par je ne sais pas combien de personnes. Du coup, oui, Binakant. Si vous voulez soutenir le bruit de l'art, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Nous tenons à remercier Beauregard et l'équipe du Silencio d'avoir accueilli le bruit pour cet épisode enregistré en live le 6 mars 2020. Merci également à celle et à celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt. D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du bruit de l'art sur Instagram et Facebook et sur notre site lebruitdelart.fr. Merci beaucoup, Bianca. Merci Bianca. Merci à vous tous.